12h10 en 2025. Une paire de Su-34 venait d'atterrir sur une base aérienne avancée dans l'Est. Les appareils se préparaient pour le ravitaillement et le réarmement avant la prochaine mission. Ce n'était pas un simple arrêt technique. C'était le moment le plus vulnérable de tout le cycle opérationnel. Un moment que l'Ukraine observait depuis des semaines, comptant chaque minute avec précision. L'adversaire pensait la base sécurisée, camouflée et hors de portée. L'opération qui a suivi était une frappe chirurgicale préemptive, capable d'éliminer l'escadron entier avant même son décollage. Ceci est le récit de la manière dont l'Ukraine a transformé une fenêtre de ravitaillement de 15 minutes en une situation critique pour la force aérienne russe. Une opération sans avertissement et sans échappatoire. Que se passe-t-il lorsque vous pensez avoir encore du temps, mais que l'opposant a déjà une longueur d'avance? À 8000 mètres d'altitude, un drone de reconnaissance furtif ukrainien survolait la zone. Il transmettait de faibles images thermiques à l'écran de commandement. Au sol, la base avancée russe semblait calme. Mais pour les ingénieurs et les officiers du renseignement de la 54e Electronic Brigade ukrainienne, chaque petit mouvement constituait une donnée cruciale. Pendant des semaines, ils avaient enregistré une activité anormale de bombardiers Su-34 dans le secteur. Les appareils volaient par paires, arrivant avec une régularité presque mécanique. Ils ne provenaient pas de bases en profondeur du territoire russe. Ils semblaient se ravitailler sur une nouvelle station de terrain juste derrière le front. Cela créait une opportunité. Si les Su-34 n'avaient pas à retourner à leur base d'origine, ils pouvaient bombarder plus vite et percer les lignes défensives plus rapidement. Mais si l'Ukraine pouvait frapper pendant qu'ils se réarmaient, toute la chaîne de frappe russe s'effondrerait. Le commandement tactique ukrainien a fixé l'objectif: éliminer la zone de ravitaillement et détruire chaque Su-34 à son moment de plus grande faiblesse durant le plein de carburant et le réarmement. Le plan a débuté par une reconnaissance 24/7e. Un essaim de drones furtifs a survolé la zone en spirale pour créer une carte infrarouge en 3D. Ils ont détecté des camions-citernes des stations électroniques et des véhicules de chargement de bombes. Tout était soigneusement camouflé mais révélé par le contraste thermique. Les données ont montré que les cycles de ravitaillement duraient 8 minutes. Le réarmement prenait 5 à 7 minutes supplémentaires. Cela créait une fenêtre d'opportunité de 11 à 15 minutes, durant laquelle les avions et les équipages étaient complètement sans défense. Simultanément, l'équipe de reconnaissance électronique a analysé les communications radar et radio. Elle a identifié le moment précis où les systèmes de défense aérienne russes se tournaient vers des leurs. Après 19 jours d'observation, alors qu'un radar russe était distrait, l'opportunité s'est présentée. Dans un centre de coordination souterrain, la carte 3D était mise à jour en temps réel. 2 points rouges sont apparus. Les 2 Su-34 venaient d'atterrir. Les caméras des drones ont capturé des images claires des techniciens russes ouvrant les ailes, branchant les tuyaux de carburant et des camions de bombes s'approchant. À 40 km de là, une unité HIMARS a tiré des projectiles servant d'appât radar. Cela a forcé les radars russes à se tourner vers les fausses cibles. Un corridor aérien s'est ouvert pendant à peine 15 minutes. 4 MiG-29 ukrainiens en position depuis plusieurs jours se sont immédiatement mis en mouvement. Chacun transportait une bombe FAB 3000 MiG-54, soit 3 tonnes de TNT améliorées, avec un guidage GPS et laser. Les drones en avant-garde fournissaient des données de ciblage précises à 1 mètre près. À 85 et 48 secondes exactement, l'officier commandant a donné l'ordre de largage. Les 2 premières bombes ont suivi une trajectoire en double spirale, pénétrant le béton et détonnant à l'intérieur de la cible. La 3e et la 4e ont été larguées 9 secondes plus tard. Les 4 explosions quasi simultanées ont transformé la zone de ravitaillement en une mer de feu. Un éclair aveuglant a déchiré le ciel nocturne. Des flammes ont jailli à des dizaines de mètres de hauteur. Les radars russes se sont éteints. La force aérienne russe a été frappée avant même de pouvoir décoller. Alors que la fumée s'élevait, encore 2 autres
MiG-29 ont largué des bombes FAB, 1000 sur la station radar, et les générateurs électriques. La seconde onde de choc a soulevé le sol enflammé des camions de munitions et déclenché une chaîne d'explosions. La piste a été complètement détruite. Aucun avion ne pourrait plus jamais en décoller. Les soldats russes ont fui leurs bunkers, mais des drones FPV kamikazes ukrainiens ont plongé. Ils ont fait détonner des ogives thermobariques qui ont aspiré l'oxygène de l'air incinérant tout aux alentours. En 4 minutes, l'ensemble du réseau de défense de radars, de communication et d'électronique russe a été neutralisé. À 4h28, le ciel à l'est était rougeoyant. Au poste de commandement ukrainien, les écrans montraient des Su-34 en flammes, des camions-citernes fondus et une épaisse fumée. L'unité HIMARS a tiré sa salve finale pour maximiser la désorganisation. Aucun missile de défense aérienne n'a été lancé. Personne n'a eu le temps de réagir. L'Ukraine n'avait pas seulement frappé au moment parfait. Elle avait pris le contrôle total de l'espace de bataille terrestre, aérien et électromagnétique. L'attaque a paralysé un régiment de bombardiers tactiques russes pendant au moins 72 heures, peut être de façon permanente. Au lever du soleil, ce qui était une base russe active n'était plus qu'un amas de métal fumant et de fumée suffocante. Des drones ukrainiens survolaient la zone enregistrant les conséquences, les carcasses tordues des Su-34, la piste criblée de cratères, les stations de carburant fondues en flaques d'huile en feu. L'odeur de métal de carburant et d'explosifs était pesante. Une explosion secondaire a secoué la région. Une antenne de communication s'est brisée en deux et le centre logistique a explosé. La base entière avait été réduite en cendres. Les derniers drones FPV ukrainiens ont reçu l'ordre d'éliminer les radars restants et de détruire la station d'énergie solaire auxiliaire. De petits feux vacillaient dans le brouillard matinal, marquant la fin d'une base qui n'existait plus. Dans le centre de commandement ukrainien, personne n'a célébré. Ils ont simplement regardé en silence, la carte passer lentement du rouge au gris de actif à inerte. L'officier en chef a tapé une seule ligne dans le journal de bord base, de ravitaillement de Su-34 complètement détruite. À 4h52, toutes les forces ukrainiennes s'étaient retirées en toute sécurité. Aucune perte, aucune trace laissée derrière. La Russie, quant à elle, était complètement paralysée. Radars hors service, liaison de commandement coupée, piste détruite, et plus aucun soutien aérien. L'Ukraine avait neutralisé une capacité clé de l'adversaire en s'appuyant sur le renseignement, la synchronisation et la patience. L'impact de cette frappe allait bien au-delà de la destruction physique. L'Ukraine n'a pas attaqué lorsque les jets russes étaient en vol. Elle a attendu le moment précis où les pilotes retiraient leurs casques, où les bombes n'étaient pas encore chargées, et où le carburant coulait encore. Elle a frappé au point le plus faible, et l'a transformé en un succès tactique. Chaque minute, où ces Su-34 gisaient en cendres, était une minute de plus, rapprochant l'Ukraine de ses objectifs dans l'Est. 5 heures plus tôt, 14 drones armés d'explosifs équivalents à 40 kg de TNT ont décollé de sites de lancement en Ukraine. Leur départ a été rapide, discipliné et précis. Ce n'étaient pas des drones ordinaires. Ils étaient conçus pour une seule mission: parcourir des centaines de kilomètres, pénétrer l'espace aérien ennemi et frapper une cible avec une grande précision. Cette cible était un cargo russe ancré en mer Caspienne. Pendant des jours, des satellites ukrainiens et alliés l'avaient suivi, observant chaque mouvement et chaque tentative de dissimuler sa présence. Le capitaine, certain d'être hors de portée, effectuait ses tâches, ignorant que chaque action était surveillée en temps réel, depuis l'espace. Lorsque le signal de lancement est arrivé, il a été relayé par ses satellites, et les drones ont répondu. Ce n'était pas un cargo ordinaire. Avec un déplacement de 4900 tonnes, il était chargé de matériel militaire fourni par l'Iran. Près de 5000 tonnes de composants pour les drones Shahed 136 et Shahed 238. Des systèmes d'alimentation, des modules d'avionique, des capteurs gyroscopiques, des dispositifs de navigation et des caisses de munitions pour roquettes de 122 mm. Ce navire représentait des semaines de frappes de drones russes potentiels, des centaines de drones en attente d'assemblage,
et un stock d'armes destiné aux villes et lignes de front de l'Ukraine. Ce navire était le port Olia 4, un cargo de 110 mètres battant pavillon russe. Le capitaine avait choisi son mouillage avec soin. Au lieu d'accoster au port russe d'Olia sur la mer Caspienne, il s'était ancré dans un chenal de navigation étroit loin à l'intérieur des terres. Pour lui, c'était un choix prudent pour minimiser l'exposition. La mer Caspienne semblait sûre à 800 km de la ligne de front, mais le renseignement ukrainien s'était préparé pour ce moment précis. L'horaire de navigation, la route, et même le point de mouillage avaient été cartographiés des jours à l'avance. L'opération reposait sur plusieurs couches de détection. Des satellites commerciaux japonais utilisant un radar à synthèse d'ouverture ou SAR ont fourni les premières données critiques. Contrairement aux satellites optiques, le SAR peut voir à travers les nuages et suivre les navires la nuit même avec leurs transpondeurs éteints. Les analystes ont comparé les retours radar, la forme de la coque et la position de l'ancre, confirmant que le port Olia 4 attendait au large. Les passages successifs de satellites ont révélé son angle de dérive et une fenêtre d'immobilité de 4 à 6 heures, plus que suffisant pour une attaque. Le renseignement sur les signaux a fourni la deuxième couche d'information. Des communications silencieuses et de faibles émissions radar indiquaient que le navire tentait de rester caché. Mais ce silence même l'a trahi. Les stratèges ukrainiens ont reconnu une opportunité pour une frappe multi-axe. L'objectif était clair, non pas faire détonner la cargaison, mais couler le navire de manière contrôlée, envoyant des milliers de pièces de drones et de missiles au fond de la mer Caspienne. Pour cette mission, l'Ukraine a sélectionné des drones kamikazes à longue portée basés sur la plateforme UJ-26ER. Construits avec des fuselages en composite, leur signature radar était minuscule, avec des vitesses de 150 à 180 km/h. Ils étaient assez rapides pour de longues distances mais assez lents pour rester sous la détection radar. Le système de guidage combiné GNSS et INSS, avec une confirmation électro-optique lors de l'approche finale, assurant qu'ils pourraient trouver la cible, même en cas de brouillage GPS. Chacun portait une ogive de 40 kg, certaines à fragmentation, d'autres semi-pénétrantes choisies, pour créer des effets variés. Déchirer les ponts fins, rompre les gaines de ventilation, briser les poutres et percer les conduites d'eau. Avec des réservoirs de carburant auxiliaires, l'UJ-26ER pouvait parcourir jusqu'à 2200 km, atteignant facilement la mer Caspienne. 14 drones ont été assignés, 12 pour l'attaque, 2 pour le relais. Le plan les a divisés en 4 vecteurs, frappant la poupe, la proue, la section centrale, et des drones leurres prêts à larguer des barrières explosives contre les remorqueurs ou les patrouilleurs tentant un sauvetage. À 5h45, les drones ont décollé. Volant bas à seulement 20 à 60 mètres au-dessus de l'eau, ils se sont fondus dans le fouillis radar. 2 volaient plus haut, entre 300 et 500 mètres pour transmettre des données. Leur petite taille et leur faible vitesse apparaissaient comme des échos inoffensifs de faible priorité. À Dixwing Twitter local, le premier drone a frappé. Son ogive a explosé sur le pont arrière supérieur, rompant les plaques fines autour de la gaine de ventilation du moteur. Le feu a consumé les chemins de câbles, court-circuitant les systèmes de contrôle des avaries. Les pompes à carburant et les générateurs sont tombés en panne. Le système anti-incendie était hors service. Quelques secondes plus tard, un deuxième drone a percuté la ligne de flottaison à tribord, perçant la coque et inondant les compartiments inférieurs. Les troisième et quatrième drones ont rapidement suivi, l'un touchant une écoutille, l'autre la ligne de flottaison à bâbord. Les impacts ont brisé les connexions, projetant une épaisse fumée et des débris enflammés sur le pont. Le navire a commencé à gîter sur tribord. Les alarmes ont retenti. La sécurité portuaire a dépêché 2 remorqueurs et un patrouilleur. Mais avant leur arrivée à Dix-31, un 5e drone a frappé la proue près de la passerelle. Les panneaux électriques ont court-circuité, plongeant la passerelle dans l'obscurité. L'alimentation principale a cédé. Les drones ukrainiens étaient conçus pour cela. Chacun disposait de trajectoires de secours inertielles en cas de brouillage du GNSS. Les effets des ogives étaient délibérément variés. Entre Dix-33 et Dix-36, les 6e et 7e drones ont frappé, ouvrant une brèche massive le long du flanc tribord,
accélérant l'inondation. À Dix-38, alors que l'incendie se propageait, l'équipage a abandonné le navire. 2 drones ont été abattus par les défenses russes, mais trop tard. À Dix-41, le 8e drone a frappé au milieu du navire, augmentant la gîte à 7 degrés. Les 9e et 10e drones ont percuté le tunnel d'arbres d'hélice, rompant les tuyaux de propulsion. Les 11e et 12e drones ont largué des bombes le long de la voie d'approche des remorqueurs, bloquant les secours. Les dommages se sont enchaînés: perte de puissance, panne des pompes, inondations incontrôlables, puis fatigue structurelle. À Dix-50, le navire était gravement endommagé. En quelques heures, il a chaviré. À 14h32, les images satellites montraient le port Olia 4 couler sous la mer Caspienne, de la fumée s'élevant encore. La Russie a tenté de minimiser la gravité des faits, mais des photos de l'épave ont rapidement fuité. Des analystes en source ouverte ont géolocalisé les images, confirmant le site exact. Le 14 août, l'état-major ukrainien a confirmé l'information. Le port Olia 4, transportant des composants de drones et des munitions iraniens, avait été coulé lors d'une frappe coordonnée. Des images du 19 août ont montré les tentatives de sauvetage russes. L'ampleur de la perte était considérable. Avec une charge de 5000 tonnes, le port Olia 4 pouvait transporter des composants pour des centaines de drones Shahed. Sans module d'avionique, de navigation et d'alimentation, la Russie ne pouvait pas assembler ces drones à grande échelle. La frappe n'a pas seulement coulé une cargaison, elle a perturbé les plans de bombardement de Moscou pour plusieurs semaines. Stratégiquement, l'attaque a remis en question les certitudes. La Russie pensait la mer Caspienne sûre. L'Ukraine a prouvé le contraire. Une mer intérieure, autrefois considérée comme intouchable, était désormais à portée. Les marchés de l'assurance ont immédiatement réagi, augmentant les primes de risque de guerre. Du point de vue de Kiev, la frappe était décisive. Elle a étendu la guerre au-delà de la mer Noire, forçant Moscou à reconsidérer sa logistique et ses défenses. En coulant un seul navire, l'Ukraine a non seulement éliminé des milliers de drones potentiels, mais a également perturbé le tempo des frappes aériennes russes. Pour Moscou, les implications étaient sérieuses. Sans les composants iraniens, la production de Shahed a été ralentie. Les raids de drones nocturnes ont diminué. Des chaînes d'approvisionnement autrefois sûres semblaient maintenant vulnérables. Le sentiment de sécurité avait disparu. Le naufrage du port Olia 4 était plus que la perte d'un navire. C'était un revers psychologique, une perturbation logistique, et la preuve qu'aucune zone arrière n'était hors de portée de l'Ukraine. Cela a montré que dans la guerre moderne, la distance et la géographie comptent moins que la détermination, la précision et le renseignement. Ce qui a suivi fut l'incertitude. Si l'Ukraine pouvait frapper une fois, elle pouvait frapper à nouveau. Chaque navire à destination de la Russie naviguait désormais dans la crainte, ne sachant jamais quand ni où le prochain essaim pourrait apparaître. Et cette incertitude, plus que le naufrage lui-même, constituait un succès stratégique pour l'Ukraine.